Vous retrouvez une fois de plus pour l'aventure de ce matin. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Nous disons particulièrement à Nisokma, à tous ceux qui nous suivent depuis la région du Guirico. Oui, à Bobo du Lasso, on vous dit bonjour, on vous dit Anisokma, merci de votre fidélité. Cette semaine, direction Niango, un pays Bissa, à une trentaine de kilomètres donc de Garango, pour vous faire découvrir le musée d'Olema, qui veut dire musée de la civilisation. Musée de la civilisation Bissa précisément. Et aujourd'hui, on va vous inviter à écouter la co-promotrice de ce musée. Ça sera dans un instant. Et aujourd'hui, vous aurez l'information également à travers la revue de presse. Et dans la rubrique invité du jour, nous recevons Monsieur Olo-Émile Kambou. Il est donc conseiller principal en formation des jeunes agriculteurs et expert en communication pour le changement social et comportemental. Et plus tard, on recevra un artiste musicien pour clore cette aventure. Alors, merci, mesdames et messieurs, merci encore de votre fidélité. Merci d'être avec nous. Et on part tout de suite et maintenant à Garango, plus précisément à Niango, pour la rubrique à la découverte. Madame Gebré, Mariam Gebré précisément, est inspectrice de l'enseignement. Elle est également la copromotrice donc du musée d'Olema de Niango. C'est elle qu'on va écouter nous parler aujourd'hui de l'histoire du musée, de son objectif et bien d'autres choses. Nous vous invitons à écouter le témoignage et on revient. Dolema, c'est garant des traditions, voilà, qui protège les civilisations. L'idée du musée est née en 2021. Et parce qu'à un moment donné, le constat que nous avons fait, c'est que nos traditions, nos civilisations sont je dirais, en voie de disparition. Et le promoteur, c'est quelqu'un qui est très attaché à la culture et qui est très attaché à l'éducation. Et donc, après avoir organisé une première année et première édition du festival, nous avons organisé un festival que nous avons dénommé Festival du Nakambe. Et c'est après cela, au lieu d'organiser la deuxième édition en 2022, l'idée du musée est venue et il s'est dit, bon, je vais ce soir au festival aller avec le musée, voilà, pour essayer de rassembler les différents objets, voilà, les différents messages qui sont en voie de disparition, pour en tout cas conserver et pouvoir faire vivre la civilisation Bissa. Et donc c'est dans ça qu'on a commencé depuis 2022 à construire réellement. Et aujourd'hui, nous sommes à près de 60% de réalisation et nous pensons que nous pouvons ouvrir le musée au public. L'ouverture est prévue pour le 29 novembre 2025. Les ambitions, il faut dire qu'elles sont nombreuses et grandes. Voilà. D'abord, c'est pour faire connaître les civilisations, voilà, Bissa, pour amener nos enfants à comprendre ce qui s'est passé dans la civilisation Bissa et essayer d'établir un parallèle entre l'ancien temps et le temps d'aujourd'hui. Et partant de là, apporter une nouvelle éducation à nos enfants parce que nous sommes un peu sortis du cadre d'une éducation que je dirais réelle. Voilà, nous sommes aujourd'hui dans le virtuel et nous pensons qu'avec ce musée, nous allons canaliser l'éducation de nos enfants à partir de nos cultures.
Ce matin, nous sommes avec Alphonse Ouedraogo. Bonjour et bienvenue. Bonjour à toi, Madame Nikima. Bonjour à toutes et à tous. On va découvrir les titres de l'actualité. Commençons avec le quotidien Bobolais, l'Express du Faso. À sa une ce matin, affiche extension et réhabilitation du port sec de Bobo-Dioulasso. Un nouveau souffle pour l'économie locale. Toujours à Bobo-Dioulasso, rencontre gouvernement secteur privé. Le Premier ministre invite à un sursaut patriotique pour rebâtir l'économie nationale. Série de visites du DG des douanes à Bobo, le temps d'une administration debout en marche vers l'excellence. Lycée Ouizin Koulibaly, l'amicale des anciens élèves offre du matériel sportif. Commune de Bobo-Dioulasso, nous partons. Le cœur apaisé, écrit le journal. Le journal de tous les Burkinabés citoyens à sa une ce matin affiche gouvernement, secteur privé, le patriotisme économique au cœur de la 22e rencontre nationale. Carnet de santé, la mauvaise haleine, un mal déshonorant mais qui peut être remédié. Lutte contre le paludisme, le R21, un nouveau rempart pour les nourrissons. C'est un autre titre du journal citoyen. Port sec de Bobo-Dioulasso, une infrastructure modernisée au service du développement économique. Bobo-Dioulasso, le marathon oué de citoyens en image. Un autre quotidien, c'est le journal Le Pays. Le Pays, dans sa parution du jour, nous parle aussi de la rencontre nationale gouvernement secteur privé et dit le Premier ministre appelle au patriotisme économique. Funérailles chrétiennes de l'épouse du fondateur du journal Le Pays. Prière pour le repos de l'âme de la défunte. Professeur Cher Théophile Balima. Plus d'hommage pour une grande icône du journalisme et de la communication. Bobo-Dioulasso, la banque postale de Burkina Faso se rapproche de sa clientèle. Révélation, service de traumatologie, orthopédie du CHU Yalagado Ouedraogo, des préoccupations soumises au directeur général. Pays africains les plus compétitifs dans les chaînes de valeur, le Burkina Faso dans le top 10, nous annonce le journal. Initiative présidentielle pour la santé, 1000 spécialistes à former et à déployer par an pendant 5 ans, nous informe le journal Le Pays. Pour terminer avec Le Pays, on peut lire à la page 15 du journal Mondial U17, nous voulons aller le plus loin possible dans la compétition, assure le coach Oscar Baroum. Un autre quotidien, c'est le journal Le Quotidien. Le journal Le Quotidien, à sa une ce matin, nous dit ceci, 22e rencontre, gouvernement, secteur privé, le Premier ministre appelle à un patriotisme économique. France, Nicolas Sarkozy retrouve la liberté après 3 semaines de détention. Coupe du monde des U17, les étalons jouent leur qualification aujourd'hui. Examen classant national, la voie obligatoire pour la spécialisation des médecins, chirurgiens, dentistes et pharmaciens. C'est à lire à la page 12 du journal Le Quotidien. L'observateur Palga, dans sa parution du jour, affiche vernissage exposition blessés de guerre, couleur éclatante de palette endolorie, c'est-à-dire à la page 14. COP 30, l'Afrique face à une hypocrisie climatique, c'est-à-dire dans la regard sur l'actualité. Rencontre gouvernement secteur privé, le patriotisme économique à l'ordre du jour. Transformation du coton, le Sénat attaque aux mains des artisans. 35e anniversaire de la réunification allemande, le Burkina Faso et l'Allemagne célèbrent l'amitié et la résilience. Le journal aujourd'hui au Faso à sa une ce matin affiche 22e rencontre nationale gouvernement secteur privé à Bobo, le patriotisme économique comme boussole. 131 milliards mobilisés sur 120 escomptés en emprunt obligataire, un must en matière de soutenabilité, écrit le journal à la page 11. COP de Belém au Brésil, vue d'Afrique,
africains et indigènes d'Amazonie, même combat. Toujours avec ce journal média, Zodomel à 14h, nous apprend le journal aujourd'hui au Faso. Dans sa rubrique News du jour, le journal écrit les ressortissants du Passouri donnent 7 millions de francs CFA au FDS et VDP. Le prix plancher du sésame est à 535 francs CFA le kilogramme. Sarkozy en liberté et sous contrôle judiciaire, c'est un autre titre du journal. Terminons avec Citoyen Sport. Citoyen Sport, dans sa dernière parution, affiche Marathon Oué de Sidoya, Romain Ikema, le premier roi. Mamadou Drabo, ce vieux de 79 ans, toujours endurant, écrit le journal. Étoile filante de Ouagadougou, enfin le déclic, s'interroge le journal à la page 12. Dans sa parution du jour, Abdul Razak Ouandaogo, l'indéboulonnable de l'haltérophile burkinabé. Merci beaucoup, Alphonse, pour ces titres. On va revenir sur quelques sujets d'actualité et on débute par la décentralisation de Faso Mebo, des régions qui dorment toujours. Oui, c'est malheureusement le constat aujourd'hui parce que vous savez que nous avons remarqué que depuis le début donc, de cette initiative, lancement, les gens donc se ruent à Ouagadougou, donnent beaucoup chacun. Pour certains, ce sont donc des granites ou du sable, d'autres c'est de l'argent, beaucoup de choses. Alors, je pense que le gouvernement a voulu donc décentraliser cela pour donner encore une autre couleur de cette initiative. De ce fait-là, l'initiative est prise qui est que dans chaque région, que cette mobilisation des Burkinabés s'intensifie et se poursuive pour que, en vérité, nous arrivons à faire ce que nous faisons à Ouagadougou, à reproduire la même chose au niveau de nos régions. C'est très important parce que ce qui est fait, en vérité, c'est des pavés. On fait des pavages au niveau des accotements des voies sur la terre pleine et dans beaucoup d'endroits pour en tout cas permettre l'évacuation des eaux, pour donner une autre beauté de nos villes au niveau des monuments, au niveau de certains endroits qui attirent souvent des attroupements. Tous ces endroits-là sont identifiés et sont donc des cadres pour des pavages pour donner une autre beauté de nos villes. Je pense que cette idée nourrie par le gouvernement vise à donner une autre couleur de nos villes. De ce fait, là, l'idée est prise de décentraliser. Mais on constate que dans certaines régions, en tout cas, il y a une accélération par rapport à la mise en œuvre de cette initiative. Les fils et les filles de certaines localités commencent à faire bouger les lignes. Malheureusement, dans d'autres régions, c'est toujours le statu quo. C'est pour cela que, partant de ce constat, je pense que l'appel est fait aux uns aux autres, en tout cas, de faire des mouvements, de se mettre ensemble pour donner une autre beauté de nos villes. Parce que, en tant que Burkinabé, en tant que citoyen, il est de notre devoir de se donner lorsque le devoir citoyen vous appelle. Et c'est pour cela que je dis qu'il y a des régions qui dorment. Je pense qu'à Bobo, on a commencé, que ce soit au Koudougou, on a vu des fils de la localité qui ont mis la main dans la poche, qui ont beaucoup contribué et le travail a débuté. Je veux que le bilan qui est fait parle déjà de 1000 tonnes de ciment avec plus de 4 800 000 moules, avec 500 tonnes de granit et bien d'autres choses. Il y en a beaucoup, il y en a plein, avec du muret, du maïs, avec des vivres. Parce que aider. Le don, c'est à plusieurs niveaux. Oui, à plusieurs niveaux, voilà, disons. Donc, comme il y a certaines régions aussi qui dorment toujours, je pense que c'est une manière pour interpeller, pour que nous nous mettions très rapidement à la tâche. Ok, que pour que les régions qui sont en reste puissent encore tout à fait. Se mobiliser davantage pour, pourquoi pas, rattraper les autres. Tout à fait. Bien sûr.
Deuxième sujet, service traumato donc de l'hôpital Yalgado Ouedraogo. La question de disponibilité de sang se pose. Et c'est effectivement c'est à la suite donc la montée des couleurs au niveau donc de ce service logé à l'hôpital Yalgado Ouedraogo que cette doléance a été portée à la connaissance donc des premiers responsables, même si ils le savaient officiellement, la doléance a été portée. Ce qu'on peut retenir, c'est que ce service a fait d'abord un bilan qui est que en 2024, l'année passée, ce service a enregistré presque 13 000 patients au niveau du service traumato. Comprenez que c'est quand même énorme. C'est quand même énorme. Et quand on sait que généralement c'est des cas vraiment difficiles, quand on parle de traumato, ce n'est pas n'importe quel malade qu'on conduit, mais c'est des cas d'urgence. Généralement c'est des accidentés, c'est difficile. Donc si vous faites un tour dans ce service, il faut avoir le moral parce que ce n'est pas simple. Malgré tout, le personnel fait évidemment des pieds et des mains pour que des malades puissent retrouver la santé. Et eu égard à ces efforts-là, il y a en tout cas à féliciter ceux qui se donnent dans ce service pour que des malades puissent retrouver la santé. Mais après avoir égrené quelques efforts du directeur général de l'hôpital Yalgado Ouedraogo, Ousmane Néré, des efforts comme en tout cas la mise en place d'un nouveau bloc d'urgence et bien d'autres moyens matériels. Je pense que le personnel a aussi exprimé une préoccupation qui est la question de la disponibilité de sang. Et ça, c'est très important. Vous savez que quand on parle du service de traumatologie, c'est des cas d'urgence. Généralement, c'est des malades qui viennent, ils ont perdu beaucoup de sang à la suite donc, de l'accident ou des blessés qui viennent peut-être même du côté du front. C'est des cas d'urgence. Qu'est-ce qu'on fait lorsque le malade arrive et qu'il n'y a pas du sang disponible? C'est difficile. S'il n'y a pas de poche de sang disponible, c'est difficile d'entamer l'opération, d'entamer vraiment quoi que ce soit. C'est pour cela qu'il est important de trouver ce mécanisme-là pour assurer la disponibilité des poches de sang. Et de ce fait, comme alternative, le personnel a jugé utile que les accompagnants puissent donner leur sang pour aider les cas d'urgence. On peut encadrer. Vous savez que dans le passé, ce système existait. Ce système existait il y a plus de 10 ans passés. Ce mécanisme-là existait. Lorsque vous accompagnez un malade, s'il y a un besoin de sang, de poche de sang, on fait aller peut-être même toute une famille, où on annonce, voilà, on a besoin du sang O plus ça ou combien, des groupes sanguins qui sont conformes en fonction du besoin exprimé. Mais avec le temps, on a dû arrêter ce mécanisme-là pour une raison ou une autre. Mais le besoin exprimé ici est que il faut revenir sur la question, même s'il faut réglementer, encadrer, parce qu'il y a des cas qui méritent d'être traités très urgemment et on ne peut pas attendre pour cela. On peut encore faire renaître ce mécanisme-là pour sauver des malades. Bien sûr. Et on termine par cette rencontre gouvernement-secteur privé. Oui, qui se tient dans la ville de Sia. C'est du côté donc la région de Guirico, la 22e rencontre. C'est une rencontre où le gouvernement, en tout cas face aux acteurs de l'économie, aux opérateurs économiques, ils essaient donc de faire d'abord l'état des lieux. L'état des lieux, des recommandations passées, qu'est-ce qui a été donc en tout cas mis en œuvre. Après avoir fait le bilan, on passe maintenant aux réflexions soumises parce que il y a des thèmes qui sont donc choisis chaque année. Et cette année, c'est vraiment penser à la refondation de l'économie, surtout avec l'esprit du patriotisme. C'est ce que le Premier ministre a donc voulu à travers cette rencontre. Et ce qu'on peut dire, c'est que les échanges qui ont débuté hier
vont donc se poursuivre aujourd'hui et un rapport sera produit à la suite donc à la fin de la rencontre. Un rapport dans la léthargie compte tenu du contexte que nous connaissons. Et si bien que aujourd'hui il y a beaucoup qui ont même ouvert des entreprises dans d'autres pays voisins parce qu'ils trouvent que ce n'est pas du tout facile. Soit ici, la question qui est importante ici, c'est comment faire renaître, redynamiser notre économie. Est-ce que c'est le fait que les acteurs de l'économie n'arrivent pas à identifier des points importants qui répondent à nos besoins, qui font que nous sommes toujours dans ces difficultés-là? Et je pense que ce sont les réflexions qui vont donc trouver les alternatives, trouver les moyens pour créer les conditions utiles et favorables pour rehausser notre économie. Parce qu'en vérité, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui ont des difficultés avec des arriérés pas possibles, il faut le dire, des travailleurs, avec pas mal de difficultés. Comprenez donc, ce n'est pas du tout facile. C'est vrai que l'État essaie de faire des efforts pour éponger les dettes intérieures, mais en tout cas, l'État gagnerait à ne pas traîner les pas, aller très rapidement et à trouver des mécanismes pour soutenir les entreprises. Surtout soutenir, parce que ce n'est pas du tout facile. Voilà. Merci beaucoup, Alphonse, Merci, pour ces analyses. Alors, on va tourner dans quelques villes d'affaires pour découvrir les couleurs du temps. C'est l'heure de la météo. Nous recevons pour vous ce matin Monsieur Nawen Sonosina Olo Émile Kambou. Il est conseiller principal en formation des jeunes agriculteurs et expert en communication pour le changement social et comportemental. Monsieur Kambou, bonjour. Bonjour. Est-ce que j'ai bien prononcé votre premier prénom? Bon, c'est pas facile. Comme c'est un nom qui est long. Oui. Sinon, ça va. On peut accepter. Et ça se dit comment Ça, avec c'est l'accent? Nangwen Sonosina. Qui signifie quoi? Dieu nous a aidés. Dieu nous a aidés. D'accord, merci pour l'information. C'est ça. Avec vous, nous allons parler des questions d'actualité, essentiellement 3 sujets. On parlera donc des liens entre la révolution progressiste populaire que nous vivons actuellement et la révolution démocratique populaire de Thomas Sankara. On parlera de la brigade La Balle, on parlera aussi de la commémoration de l'anniversaire de Thomas Sankara qui est passé. C'est votre lecture qu'on va donner aux téléspectateurs aujourd'hui. Mais avant, M. Kambou, on remarque que vous êtes beaucoup sollicité. Moi, en préparant cette émission avec vous, je crois que ça vaut des mois qu'on tente de vous inviter sur ce plateau. Sollicité pour des ateliers, pour des formations. Ça veut dire que votre expertise est beaucoup demandée par les Burkinabés. Oui, en réalité, avant de commencer, je voudrais, avant tout propos, qu'on rende hommage à nos forces combattantes, les forces de défense et de sécurité, la BDP, pour le travail qu'ils sont en train de faire sur le terrain. Alors, pour revenir sur la question, effectivement, comme vous l'avez constaté dans ma biographie, je suis un planificateur et surtout un formateur. Et je suis souvent sollicité pour des ateliers d'élaboration des documents de politique, des cadres stratégiques. Et tout dernièrement, nous étions dans le cadre de l'élaboration de cadres stratégiques lutte contre le sida. Et il faut déjà faire le bilan de la mise en œuvre du cadre stratégique passé et engager le processus pour l'élaboration du nouveau cadre stratégique qui va démarrer en 2026 pour 2030. Mais il faut dire que je travaille beaucoup avec le ministère de la Santé, surtout au niveau de la nutrition également, avec le secteur privé. Et tout récemment, j'étais avec les producteurs et productrices de farine infantile pour qu'on puisse réfléchir ensemble comment on peut mieux les organiser pour qu'ils puissent être assez concurrentiels au niveau du terrain. Parce que bon, les farines infantiles
vous le savez très bien, ont une importance capitale dans la nutrition des enfants de 3 mois à 24 mois. Donc, bon, mais vous dites que vous êtes sollicité. Voilà, pour, je suis des sollicité rencontres comme pour ça. beaucoup de rencontres. Et il faut dire que vous êtes à la retraite aussi depuis 2022. Mais Voilà. on vous fait appel, notamment des structures dans lesquelles vous avez travaillé, vous refont appel, par exemple, Tout à pour fait. voilà, votre expertise. Tout à fait. Parlons des sujets que nous avons enrôlés pour ce matin. Pour d'autres émissions, on parlera d'autres sujets, mais aujourd'hui, on va s'intéresser à la révolution progressiste populaire, donc du pouvoir actuel, avec à sa tête le président, capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État. Quelle est votre lecture, M. Kamou, que vous faites de la manière dont le pays est géré aujourd'hui sous la révolution progressiste populaire? Alors, merci bien pour la question. C'est une question d'actualité. Et je crois que l'arrivée du camarade président Ibrahim Traoré à la tête de l'État, à la tête de ce pays, dans un premier temps, par rapport au contexte national, notre pays est en guerre. Et comme vous le savez, les pouvoirs qui sont succédés par rapport à ce contexte-là n'ont pas pu effectivement mettre en place un dispositif efficace pour lutter contre les terroristes. À son arrivée, vous avez bien constaté que il a mis en place un système de mobilisation communautaire. Voilà, un système qui a permis à la population, à toutes les couches sociales, de contribuer à la guerre. Ce qui a permis d'avoir suffisamment de fonds pour équiper l'armée qui était totalement sans équipement. Ce qu'il faut constater aussi, c'est que il ne s'agit pas d'avoir les fonds pour s'équiper, mais il y avait des contraintes liées même à l'acquisition des équipements. Et vous avez remarqué qu'il fallait que le président rompe avec notre pays colonisateur qui bloquait en fait, si vous avez suivi un peu au temps de Roch, comment on souffrait pour avoir les équipements. Donc il fallait rompre avec les accords pour permettre effectivement à notre pays d'acquérir les équipements avec les pays qui voudraient bien sûr, accepter nos sollicitations. Et donc pour moi, en fait, l'arrivée du président a permis à l'armée de s'équiper. L'arrivée du président a permis effectivement une mobilisation communautaire contre cette guerre-là, mais également une mobilisation communautaire pour le développement du pays. Vous voyez, par exemple, quand on parle de l'APEC, c'est une idée, une vision qui a été développée par le professeur Laurent Gbagbo, mais les autres régimes n'avaient jamais fait attention à ce dispositif-là. Et l'APEC a permis effectivement de mettre en place un certain nombre d'unités industrielles, mais également il y a beaucoup d'initiatives qui ont été développées pour permettre à notre pays d'engager effectivement la bataille pour sortir notre pays du sous-développement, si on peut le dire. Donc pour moi, l'impression que j'ai, il est venu effectivement avec des idées novatrices pour permettre à notre pays non seulement de lutter contre la guerre, mais d'engager la bataille économique et sociale pour le développement de notre pays. Et quand vous parlez donc d'idées, ça me rappelle les initiatives présidentielles en cours. Oui. On a l'initiative face au MEBO, on a ces initiatives au niveau de l'agriculture, de la santé, et pour ne citer que cela. Alors, et ce qu'on remarque, c'est l'engagement de la population et l'adhésion de la population vis-à-vis donc de ces initiatives-là. Pour vous, pourquoi la population manifeste son engouement, son engagement? Pourquoi les peuples s'intéressent? Non, tout est parti d'abord de la mobilisation pour lutter contre la guerre. Vous voyez... Par les VDP. Par les VDP. Oui. Tout est parti de là, vous voyez. Et avant son arrivée, vous avez remarqué que notre pays, en dehors de Ouadou et Bobo, mais c'était grave. Le pays était occupé à plus de 60% par les terroristes. On ne pouvait même pas se déplacer. Pour aller à Bobo, c'était difficile.
Donc, tout est parti de là. Donc, et si bien que les initiatives présidentielles ont eu un écho favorable parce que la population avait confiance à ce que le président faisait et disait. Donc, si bien que quand vous regardez les initiatives communautaires, ils sont portés par des ministres aussi qui sont des battants. Quand vous prenez l'initiative présidentielle pour dans le domaine de l'agriculture, l'offensive agro-pastorale halieutique, ouais, c'est porté par le commandant Sombier. Mais c'est quelqu'un, c'est un ministre qui mobilise. Vous voyez, la population burkinabé aime celui qui communique dans leur langue. Vous voyez, le ministre Sombier, il te parle moré plus que les Mossi. Oui, ça c'est clair. Et il parle Djoula. Hein? Donc, quand il s'adresse à la population, à travers bien sûr ces initiatives-là, il est convaincu de ce qu'il fait et il le dit de la bonne manière. Et le ministre de la Santé, c'est la même chose. Donc, vous voyez, c'est des initiatives qui sont, bien sûr, promues par le président, mais les porteurs de ces initiatives-là ont un dispositif, ont un système de communication qui convainc la population à adhérer, bien sûr, à ces initiatives. Donc, c'est normal. Ouais. Alors, il y a eu une autre révolution, notamment en 1983-87. Je veux parler de la révolution de Thomas Sankara, donc la RDP, la Révolution démocratique et populaire, qui n'a duré que 4 ans. Aujourd'hui, il y a donc la RPP, la Révolution progressiste populaire avec le capitaine Ibrahim Traoré. Quels sont les points de ressemblance qu'on peut citer? Ok. Vous voyez, Ibrahim Traoré est venu dans un contexte, c'est vrai, où il y avait la guerre. Mais rappelez-vous aussi que Thomas Sankara aussi est venu au moment où il y avait la guerre de Noël. Peut-être que vous étiez très jeune, mais nous, on était déjà sur le terrain en tant que CDR et on a beaucoup travaillé dans le cadre de cette guerre-là. Mais cette guerre aussi n'a pas duré. Alors, il y a beaucoup de points de ressemblance. Beaucoup de points de ressemblance. Parce que quand vous prenez au niveau des initiatives communautaires, ben, au temps de Sankara, vous vous rappelez de ce qu'on disait la bataille du rail. Et même quand vous prenez par exemple les cités de 4 août, à l'époque, qui ont été construites dans toutes les régions, dans toutes les provinces, disons, ce sont des villas qui ont été construites par la population. Et vous voyez aujourd'hui, quand vous prenez l'initiative Faso Mebo, c'est presque ce qui s'est passé au moment de la Révolution. Parce que les populations se sont mobilisées à l'époque où il n'y avait pas de logement par exemple dans certaines provinces. Il n'y en avait pas. Les fonctionnaires avaient des problèmes pour se loger. Et c'est la communauté, c'est la population qui sont mobilisées pour pouvoir mettre en place, construire ces cités-là. Quand vous prenez par exemple aujourd'hui les initiatives, bon, pas des initiatives, tout ce qui est lutte communautaire au niveau de la RPP, ben c'est presque la même chose. Rappelez-vous qu'au niveau du Sourou, pour permettre au fleuve Sourou d'avoir suffisamment d'eau pour faire l'irrigation, même le président, à l'époque, le président Maurice Yamiogo était sur le chantier pour creuser le canal de Léry pour amener l'eau du fleuve Mouhoun pour augmenter l'eau du Sourou. C'est vrai. Donc, en fait, et aujourd'hui, quand vous prenez le Sourou, c'est l'un des greniers du Burkina Faso. Et il avait vu clair. Donc, c'est pour vous dire que la révolution a mené beaucoup d'actions. Surtout sur le plan économique, sur le plan sanitaire. Parce que, bon, vous voyez par exemple aujourd'hui, quand on parle de l'appel de Gawa,
c'est pour... Aujourd'hui, on a l'initiative pour l'éducation. L'appel de Gawa, c'était pour ça. Vous prenez la vaccination commando. Sous Thomas Sankara. Voilà, c'est Thomas Sankara. Voilà. Oui. Donc, tout ça, c'est Thomas Sankara. Donc, la vaccination commando, moi, j'étais là. Et ça a eu un écho très favorable au niveau international. Notre pays a été classé parmi les meilleurs au niveau de l'OMS. Vous prenez l'Alpha Commando. L'Alpha Commando. L'alphabétisation commando. Alphabétisation, ok. Où nous étions des acteurs de l'alphabétisation parce qu'on était des superviseurs à l'époque. Et à l'époque, véritablement, ça mobilisait toute la population. Toute la population. Il s'agissait de faire quoi, rapidement? Alphabétiser le maximum de population en langue nationale. Parce que pour le Thomas Sankara, on ne peut pas tout simplement partir de l'école coloniale, le français, pour atteindre des objectifs de développement. Alors qu'en alphabétisant les populations dans leur langue nationale, ça leur permet d'élaborer leurs petites fiches de projet, de gérer leurs unités de production. Et donc, cette alphabétisation devait être complétée par une alphabétisation fonctionnelle, c'est-à-dire amener celui qui est alphabétisé à traduire ses acquis de l'alphabétisation dans son métier, à gérer son métier à partir de l'alphabétisation. Donc, vous voyez que, en fait, il y a beaucoup de choses qui ont été faites au niveau de la révolution démocratique et populaire et qui sont presque portées aujourd'hui par la RPP. Parce que c'est vrai qu'au niveau de l'éducation, quand vous regardez aujourd'hui, nous sommes en train de quitter l'enseignement général vers l'enseignement technique. Et au temps de Sankara, c'était presque la même chose. Parce que il fallait former, si vous remarquez, beaucoup de centres de formation professionnelle ont été créés à l'époque sous la révolution de Thomas Sankara. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, au niveau de la santé, c'est presque la même chose. C'est vrai qu'il n'y a pas une envergure avec des mots d'ordre comme au moment de Sankara, mais quand vous prenez la vaccination, rien que hier, je suivais un peu une émission où le ministre de la Santé donnait la vitamine A aux enfants. Donc, vous voyez qu'il y a des activités de vaccination qui sont en train de se mener, même si ce n'est pas commando, mais c'est presque la même chose. Oui. Alors, aussi le plan économique, mais ça, c'est là où il y a la ressemblance. Parce que, souvenez-vous qu'au moment de la révolution de Sankara, on a créé beaucoup d'unités industrielles. Beaucoup d'unités industrielles. Et à travers l'effort populaire d'investissement. EPI. Aujourd'hui, on n'a pas l'EPI, mais on a une autre forme de mobilisation des ressources avec la RPP qui permet, comme je parlais de l'APEC, qui permet de créer des unités. Et avec le président et la mobilisation communautaire, beaucoup d'investisseurs nationaux s'engagent à mettre en place des unités industrielles. Donc vous voyez que sur ce plan-là aussi, il y a des points de ressemblance. Il y a beaucoup de points de ressemblance. Ouais. Sur le plan agriculture, souvenez-vous qu'avec Sankara, on avait atteint l'autosuffisance alimentaire. Ça, c'est clair. En moins de 4 ans, on a atteint l'autosuffisance alimentaire. Je l'affirme parce que je suis du secteur de l'agriculture. Et on avait mis en place un système de vulgarisation et d'exploitation des bas-fonds. Et puis Sankara disait, barrer l'eau là où on peut barrer l'eau. Voilà. Donc, on avait formé même des populations, les producteurs, à mettre en place des petits barrages avec quelques sacs de ciment, des gabions, des cailloux sauvages. On barrait l'eau et ça permettait d'irriguer à petite échelle les exploitations agricoles. Donc c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de ressemblances. Et aujourd'hui, avec le APH, vous voyez que l'agriculture est en train... Je sais que cette année, même si on n'a pas atteint l'autosuffisance, on serait à côté. Et ce qui est certain, la quantité de riz
qu'on a programmé, c'est certain que sera atteint. Donc c'est pour vous dire que si je dois... il y a tellement de points de ressemblance que on peut même passer tout le temps de l'émission à les citer. Merci. Donc, mais aujourd'hui, quelles sont vos suggestions vis-à-vis de la révolution progressiste populaire afin peut-être d'améliorer certaines choses? Oui, il y a beaucoup d'aspects parce que en réalité, vous voyez, au niveau de la RDP, il y avait une organisation. C'est-à-dire qui était gérée à partir... Parce que tant que les gens ne sont pas organisés, ça pose problème. Il y avait les CDR. Les CDR étaient organisés, ce qu'on appelle les CDR géographiques, dans tous les villages, dans tous les secteurs, et qui remontaient au niveau des provinces, des départements, à l'époque, et les provinces, les départements remontaient pour mettre en place des coordinations au niveau des provinces. Alors, donc, vous voyez que ensuite, il y avait les CDR des services. Alors, et il y avait une organisation, par exemple, vous prenez l'Union nationale des jeunes, l'Union nationale des anciens, l'Union nationale des producteurs. Tout ce dispositif organisationnel-là permettait d'avoir, bien sûr, des contrats d'objectifs, si je peux le dire, et pour mener des activités et les capitaliser. Et ces activités qui sont menées capitalisées, elles sont reversées au niveau du secrétariat général national des CDR, qui faisait le bilan annuel. Ça permet de savoir qui a fait quoi au niveau du pays. Et donc, mais ce dispositif-là n'existe pas actuellement. Donc, quand vous prenez les services là, bon, une fois, j'ai écouté le président qui disait que, bon, au niveau des services, l'État n'est pas contre quelqu'un, que ce soit les agents des partis politiques. On nomme tout le monde. Maintenant, c'est dans ton travail qu'on saura si tu soutiens ou bien si tu n'aimes pas le régime. Mais il faut un dispositif pour organiser tout ça au niveau des services, pour encourager, pour motiver. À l'image des CDR. Voilà, des CDR des services. Parce que moi, j'étais CDR des services à l'époque. Et le rôle, c'était? Le rôle, c'est d'abord sensibiliser les agents, avoir, bien sûr, la fibre patriotique, et d'atteindre les résultats au niveau de leur service. Parce que le patriotisme commence d'abord par le service. Voilà. Ensuite, mais il y a aussi le travail de mobilisation communautaire pour engager la population vers l'atteinte des objectifs de la révolution. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que il y a cette organisation-là un peu manque. C'est vrai qu'il y a les Waïs, mais les Waïs sont surtout des structures pour sauvegarder un peu les acquis ou en fait le régime, notre régime qui est en place actuellement. Mais les aspects liés à l'économie, liés au social, bon, ils ne sont pas dedans, vous voyez. Parce qu'au niveau des CDR, il y avait beaucoup d'aspects qui étaient pris en compte. Vous voyez aussi qu'au niveau de la révolution, les CDR étaient devaient piloter les actions de développement populaire, ce qu'on appelait les PPD, les programmes populaires de développement, qui partaient au niveau des départements vers les régions. Donc pour vous, il faut responsabiliser. Il faut organiser davantage, même si c'est à partir des Waïs, mettre en place un dispositif organisé dans le développement du pays. Alors, l'autre point qui me paraît quand même assez important, il faut impliquer beaucoup les anciens. Bon, je ne parle pas parce que je suis ancien, mais c'est vrai que les anciens sont organisés à travers un conseil national des retraités, mais quand vous prenez par exemple au niveau de nos populations qui sont en brousse là, mais ils ne se trouvent pas là-bas.
Voilà. Parce que quand on dit retraité, il faut travailler pour être retraité. Mais nos producteurs, là, ils ne sont pas retraités. Hein. Ils travaillent. Donc, comment on peut fédérer tous ces gens-là en termes de capitalisation des savoirs, des savoir-faire des anciens au service de la révolution. Donc, pour moi, je pense qu'il faut... Pour voir au niveau de ces 2 points. Pas des 2 points, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Il y a aussi les aspects liés au niveau de la jeunesse. Parce que quand je parle de la jeunesse rurale, c'est la même chose qu'au niveau des anciens. La jeunesse rurale ne sont pas suffisamment impliqués au niveau de la RPP. Comment on peut amener ces jeunes-là à mieux appréhender les objectifs de la RPP et à contribuer d'une manière significative au développement des initiatives. Donc, pour moi, il faut peut-être voir au niveau de la jeunesse rurale comment on peut aussi les amener à contribuer au développement de la RPP. Voilà. Donc, voilà un peu quelques points, quelques suggestions. Parce que moi, j'ai une idée, par exemple, que j'ai développée, les gens ne voient pas. Par exemple, au niveau de la jeunesse rurale, mettre en place, parce qu'il y a un aspect qui est important, c'est-à-dire quand on parle de reboisement. Parce que d'autres pays sont en train de partir dans la déforestation. Au moment de la Révolution, il y avait les 3 luttes qui empêchaient les gens, les feux de brousse, la divulgation des animaux, la coupe abusive des bois. Mais aujourd'hui, je disais que comment ne pas mettre des pépinières communautaires? Les pépinières communautaires qui seront animées par des jeunes. C'est-à-dire, on prend au moins 10 hectares, on met des pépinières qui va regrouper tout ce qu'il y a comme plan. Les plans pour le reboisement, les plans pour les vergers, les plans pour les ornements. Former des jeunes qui vont gérer ces pépinières-là. Au moins, même si on prend au moins 6 jeunes par commune, qui vont gérer, mais si je le multiplie par 350 communes, c'est quand même énorme. Ça fait de l'emploi. Ça fait de l'emploi pour les jeunes. Et dans ces pépinières communautaires-là, on va développer la culture, disons la production du poisson, pour utiliser l'eau du poisson pour les plantes. Voilà. Oui. On peut développer l'aviculture pour utiliser le fumier pour les plants. Et ça sera des centres de formation. Et pour avoir la sémence, on peut former, par exemple, les femmes, les jeunes, à la collecte des semences forestières qui sont en brousse. On peut les récolter. D'accord. Merci pour cette suggestion. Nous allons évoluer et parler d'un autre point. Il s'agit donc des actions de la brigade Labal. Oui. Vous avez vu ces derniers temps ces actions de la brigade Labal. D'abord l'institution de cette brigade, son fonctionnement sur le terrain. Comment vous analysez tout ça? Oui, je l'ai toujours dit, toute action du gouvernement à l'endroit des populations qui ne met pas en place un dispositif d'appropriation de ces actions, à un certain moment donné, sera voué à l'échec. Parce que la brigade Labal est la bienvenue. Personnellement, j'apprécie vraiment la survenue de la brigade Labal, qui fait, en tout cas, ils font du bon travail. En termes surtout d'assainissement, mais aussi en termes de changement de comportement des populations. Parce que, vous voyez, souvent, j'ai dit, le développement, c'est d'abord le changement de mentalité et de comportement. Et la brigade Labal est là pour ça. Tout comme vous le faites, si bien, très bien, au niveau de vos médias. Mais je pense que il faut mettre en place un dispositif au niveau communautaire pour accompagner la brigade Labal. Parce que la brigade Labal, ils n'ont pas assez d'effectifs pour sortir dans tous les quartiers. Je prends le cas de moment. Voilà, et à tout moment pour pouvoir sensibiliser. Mais en mettant en place, par exemple, un dispositif dans les quartiers, dans les secteurs, qui responsabilise même les responsables de quartier. Okay. C'est-à-dire le chef, c'est-à-dire chez les bouchers, on dit le chef de village, là. Le chef de quartier, là, le Naba, là. Il est le premier responsable. Entouré
de tous les responsables, de quelques responsables, pour veiller à l'hygiène et à l'assainissement de son quartier. En ce moment, ils font un travail à la base. Et quand c'est compliqué, la brigade Laballe intervient. Ok. Parce que les gens sont têtus. Les gens ne sont pas faciles. On a vu dans des marchés où la brigade là-bas intervient, déguerpit, fait nettoyer et juste lorsque la brigade bouge, voilà. Dès qu'il bouge, il revient s'installer. C'est vrai. Alors que si la population ne s'organise, vous amenez et on dit non. Il y a une barrière qui est créée par la communauté pour vous empêcher en tout cas à faire ce que vous voulez faire. Donc, moi je pense que la brigade a intérêt à mettre en place un système communautaire pour accompagner ces efforts et pour que la population s'approprie des missions de la brigade Laballe. À ce moment, ça veut dire que c'est un schéma qui va se dérouler et qui va permettre effectivement à la population de changer de comportement. Parce que vous voyez dans les quartiers, quand vous voyez les eaux usées jetées partout, c'est en fait beaucoup d'informations qui manquent à la population. Vous savez que par exemple au niveau de l'ONEA, il est prévu que chaque famille, c'est-à-dire dans chaque cour, si vous construisez une maison, il est prévu qu'il faut prévoir en fait les puits perdus. C'est prévu. Dans le dispositif, c'est prévu. Il y a même des fonds qui sont même positionnés pour aider les familles démunies pour mettre en place ces puits perdus-là. Mais les gens ne sont pas au courant. Mais qui donne l'information à ces familles? Vous voyez, des gens qui ont l'argent, ils construisent des maisons en location, mais il n'y a pas de puits perdus. Ils ne sont pas informés. Ceux qui rentrent en location aussi, ils ne sont pas informés. Donc, du coup, chacun sort jeter l'eau dans la rue. Et ça crée la pollution. Donc, pour vous, pour la durabilité des actions de cette brigade, il faut des comités dans les quartiers pour suivre les actions. Des comités d'hygiène et d'assainissement dans les quartiers pour appuyer la brigade Laballe, pour appuyer la population à mieux assainir leur cadre de vie. Oui, ça, il faut le faire. La dernière question, Monsieur Kambou, parce que le temps court, c'est notamment... Déjà Oui. On a déjà épuisé notre temps, donc on va vous poser la dernière question sur notamment la commémoration du 38e anniversaire de la disparition de Thomas Sankara, de l'assassinat de Thomas Sankara. On se rappelle en octobre dernier, lors de la commémoration, la décision a été prise de rendre hommage à Thomas Sankara par un cérémonial militaire chaque premier jeudi du mois. Ouais. Ça a été le cas le premier jeudi de novembre, la semaine passée. Alors, comment vous saluez aussi cette décision? C'est une décision salutaire et qui rend hommage à celui qui s'est battu et qui s'est sacrifié pour notre pays. Parce que Thomas Sankara pouvait échapper au carnage du 15 octobre 87. Mais quand vous écoutez un peu le narratif qui se développe au niveau de sa famille, il savait qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Il pouvait agir, mais il n'a pas agi parce que il était convaincu que ce qu'il faisait, c'était pour le bien du pays. Et il allait se sacrifier. Et comme il a dit, tuer Sankara, il y aura d'autres Sankara qui vont naître. Et aujourd'hui, voilà un Sankara qui est là. Donc, pour moi, c'est un hommage mérité. C'est un hommage mérité. Et je crois que les autres régimes, bon, c'est vrai que celui qui l'a assassiné ne pouvait pas le faire, puisqu'il a travaillé à faire disparaître toutes ses traces. Mais après lui, je pense que les autres régimes ont tenté de le faire. Souvenez-vous que le site, le mémorial a été, la peau de la première pierre a été faite par Roch Kaboré. Voilà. Mais le président Ibrahim Traoré a poursuivi, a accentué, bien sûr, cette mobilisation populaire pour
bien sûr, réaliser ce projet-là. Donc, je pense que c'est Hommage vraiment mérité. un hommage mérité, mais il faut impliquer toutes les régions. Oui, il faut impliquer toutes les régions. C'est-à-dire que pour moi, il faut que les premiers jeudis là, qu'on sente au niveau des régions quelque chose que se fait à l'image du pays, à l'image du mémorial. Mais sinon, lorsqu'on s'arrête, c'est-à-dire qu'il faut que, pour moi, il faut que la population se rappelle de ce qui s'est passé au moment de la Révolution. Et c'est à travers cela que, effectivement, dans les régions qu'on peut se rappeler. Mais si on le fait au niveau de Ouara, ça ne suffit pas. Merci beaucoup, commissaire, que le temps est terminé. Monsieur Kambou, on va avoir d'autres occasions certainement pour développer d'autres sujets. On va devoir s'arrêter ici pour ce matin. Oui, le temps passe vite. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, je rappelle que monsieur Olo Émile Kambou est conseiller principal en formation des jeunes agriculteurs et expert en communication pour le changement social et comportemental. On va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin. On marque une petite pause et on retrouve d'autres invités après. Merci beaucoup. Merci. Nous avons à présent un artiste musicien burkinabé. À l'état civil, c'est monsieur Rasmane Sankara, alias Enams. Bonjour Enams. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Alors, ce n'est pas votre première fois sur ce plateau. Effectivement. On se rappelle encore de Noël passé, vous avez aidé les enfants avec notre émission spéciale Noël. Ouais. Merci encore. Non, je vous en prie. Alors, aujourd'hui, on parle de votre actualité musicale. Et Nams, on sait que vous êtes vraiment un artiste du live. Et généralement, ce sont des activités de live avec votre groupe, donc Team Enams. Oui, effectivement. Alors, Enams, il faut nous rappeler, vous venez dans la musique depuis quelle année et comment vous arrivez dans la musique? Bon, j'étais là la dernière fois. Oui. Donc, je profite de saluer tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre actuellement. Bon, je n'ai pas une date précise que je peux dire que j'ai commencé. C'est en la 2000 musique. combien? Bon, 2015, 2016? mon premier album a été confectionné en 2015. 2015, Oui, donc oui. officiellement en 2015. Mais il faut dire que Enams faisait Voilà, je faisais les scènes. effectivement, je faisais du playback. Ok. Même mon premier album a été fait en programmation. Mais après la sortie du premier album, ouais, c'est là maintenant que je suis allé apprendre à jouer la guitare et puis d'essayer de composer avec. Et puis c'est de là maintenant est né le groupe Team Enams. Team Enams. Oui. Et Team Enams, vous êtes plus sollicité pour des prestations live. Effectivement, depuis que j'ai fondé le groupe Team Enams, et je fais plus du playback. Ok. Je préfère faire de l'acoustique et que du playback. Mais je ne sais pas ce que l'avenir nous prévu et nous prépare. Quand on sait jouer aux instruments, généralement, on aime bien le live, n'est-ce pas? Effectivement. Parlons maintenant de ce que vous avez pu réaliser à ce jour. C'est quoi? C'est combien de singles? Est-ce que vous avez un album déjà? Et là, on a eu à travailler sur un album depuis 2021, que l'album est en train de, Inch'Allah, d'ici 2026, plus tard mars, Ça va sortir. l'album sortira. Mais on avait prévu de faire sortir 5 singles avant la sortie de l'album. Ok. Parce que l'album contient 15 titres. Donc, du coup, il y a un single qui naîtra d'ici décembre, Inch'Allah. Mais déjà, avant, quand on parle du single de décembre, c'est combien de singles que vous avez pu faire sortir et c'est quoi les titres? En juin 2024, j'ai réalisé un single que j'ai accompagné la sortie d'un concert. Et le titre, c'est Espoir, que j'ai fait un featuring avec un ami qui est à Tanguin plutôt, que son nom c'est Bouba, Ok. mais son nom d'artiste c'est Arki. Donc, moi, j'ai chanté et puis lui, il a rappé dedans. D'accord. Voilà. Après ça, il y a mars 2025 que j'ai fait sortir le second single dénommé Ware, qui Ware. parle du sécheresse. Voilà, donc après ça maintenant, bon, c'est des scènes, c'est des concerts, c'est des scènes, c'est des concerts. Et puis il y a un autre single qu'on est en train de préparer qui sortira d'ici décembre. En décembre, là, c'est quoi le titre? Et le pays que nous habitons. Le pays que nous habitons. Vous parlez de quoi dans ce... Je magnifie mon pays et puis j'aide à nos enfants, à nos petits frères, même
et à nos promoteurs. Il y en a même qui ne connaissent pas la valeur de leur pays. Voilà, je valorise mon pays. Dedans, je chante. Je ne sais pas si je peux fredonner un peu. Donc, donc, ça veut dire que tu peux nous faire écouter le message voilà. que de justement nous faire nous expliquer. D'accord, il n'y a pas de problème, on va écouter. Mais ça sera sans la guitare. Sans la guitare. Comme okay. c'est pas encore sorti. Ok, ok. Le pays que nous habitons s'appelle le Burkina. Le pays que nous habitons s'appelle le Burkina. Et ses habitants s'appellent Burkinabé. D'accord, on va laisser comme ça. Comme c'est pas encore sorti, okay. Merci, on va laisser comme ça pour ne pas laisser les gens écouter tout. D'accord, donc l'actualité c'est ce titre qui parle du Burkina Faso. Oui. Alors Enams, on sait que souvent être artiste, musicien, aller en studio, enregistrer des sons, faire sortir ces singles-là, préparer un album ou sinon faire des clips, ce n'est pas facile. Comment Enams s'en sort? Est-ce que vous avez un producteur? Comment vous en sortez pour toutes ces dépenses? Non, pas du tout, je n'ai pas un producteur. Mais en dehors de la musique, je fais la maintenance des appareils hydrocarbures. D'accord, vous avez un autre métier. Que ça vient de mes fonds. Et puis j'ai des amis de bonne volonté qui ne cessent jamais de me soutenir, que je profite de remercier de passage. Et la société Sodifa. Et puis... Bon, on ne peut pas citer, on va pas citer les sociétés, on a compris pour vos remerciements. Et Enams, donc aujourd'hui, quels sont les rêves de Enams par rapport à la musique? Quels sont vos rêves aujourd'hui? C'est trop grand. C'est trop grand, c'est quoi? C'est faire quelle scène? C'est réaliser quoi? C'est être quoi? Devenir qui? En fait, c'est pas au Burkina ici, je vois que c'est bien de me faire connaître ici. Mais déjà, le fait que je suis burkinabé, c'est à mon devoir en tant qu'ambassadeur de faire voyager la musique burkinabé pour que ceux qui ne connaissent pas le Burkina viennent découvrir le Burkina. C'est mes rêves les plus chers. D'accord. On vous souhaite de réussir ces rêves-là. On va vous écouter. C'est vrai que ça ne sera pas le nouveau qui va sortir bientôt. Mais je ne sais pas quel titre que vous allez nous chanter avec la guitare. Comme on est en début décembre, j'ai composé une petite mélodie pour les enfants. Pour les enfants? Oui. Ah, c'est bien, hein? C'est sûr qu'on va vous avoir encore cette année. Inch'Allah. Pour notre émission spéciale Noël, certainement. D'accord. Ok. Chaque enfant qui naît dans ce monde est une graine d'espoir pour toute l'humanité. C'est à nous de l'instruire, de l'éduquer. C'est à nous de vous les léguer. Les clés d'un lendemain meilleur, les clés d'un avenir radieux. Bravo, bravo. Merci Enams. Mais est-ce que tu voudrais pas nous chanter un peu Wari? Wari. Oui, un peu, pourquoi pas. Avant qu'on se dise au revoir. Excusez, ok. Monte au ciel, Yum Kadekasa Kaleniye.
dans les champs, nos maris pleurent la pluie. Ça quitte s'en va né. Les tempêtes s'accumulent pour tomber en une seule pluie. Mon a dit ça qui dame. Oh, allez. Oh, allez. Wale, 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 wale. Wale, wale, wale. Oh, wale. Oh, wale. Bravo Enams, merci, c'est très intéressant. On va laisser votre contact pour tous ceux qui voudraient avoir Enams sur scène ou avoir d'autres informations. Ok, c'est le 66 08 33 93. Ok, Et puis le 78 82 19 38. d'accord. Je crois que les numéros aussi sont affichés hein, pour tous ceux qui voudraient entrer en contact avec Enams. Merci beaucoup. Merci. On va s'arrêter ici pour ce matin. Il n'y a même pas de souci. Et comme on va clore l'émission ensemble, je compte sur vous pour jouer la guitare en bas, et puis moi je vais dire au revoir aux Il n'y a même pas téléspectateurs. de souci. Ça marche. Alors, fidèles téléspectateurs de l'émission Bonjour le Faso, on va s'arrêter ici pour l'aventure de ce matin parce que le temps imparti à l'émission est terminé. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve demain, mercredi, pour d'autres aventures de l'émission. Allez,